Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Amandine Aftalion. Alors, Amandine Aftalion, je la connais depuis presque toute petite, puisqu'elle est rentrée au CNRS en tant que chargée de recherche et elle a fait le début de ce poste donc, au laboratoire Jett Williams. Puis, en 2008, elle a été nommée directrice de recherche, donc, ce qui l'a donc amenée à aller voir d'autres horizons. Et elle est maintenant à l'EHESS. Alors, elle aurait pu nous parler de condensat de Bose-Einstein ou de choses de ce type-là, mais depuis quelque temps, elle s'est intéressée à des problèmes liés au sport. Et donc, elle est connue maintenant en particulier sur les travaux sur la course, ainsi que les courses humaines et les courses de chevaux. Et donc, on va pouvoir commencer à présenter son travail sur les pistes d'athlétisme, course à pied et contrôle optimal. Amandine, donc à toi. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir de revenir au labo, même virtuellement, depuis tant d'années. Et c'est sûr, Yvon, tu as toujours tout suivi de ce que j'ai fait depuis mon départ. Tu es au courant de tout. Donc, c'est assez émouvant de revenir et d'avoir la présentation que tu fais. Et je suis très contente de vous parler d'un travail avec Emmanuel qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans. Et j'ai découvert que François ne connaissait pas le Turnpike, donc je vais essayer de vous donner envie d'en savoir plus et d'aller interviewer Emmanuel sur le Turnpike. Donc, on va parler de pistes d'athlétisme. On se fixe une distance à courir, donc que ce soit 100 mètres, 200 mètres, 1500, 10 000, le marathon. Et la question générale que l'on s'est posée, enfin que je me suis posée depuis quelques années, et comment est-ce qu'on optimise son effort, est-ce qu'on gère ses ressources et ses contraintes pour faire le meilleur temps possible. Et la question qu'on s'est posée plus récemment est comment améliorer les records avec une piste qui serait plus adaptée que les pistes actuelles, ou en tout cas essayer de comprendre comment sont faites les pistes actuelles et pourquoi elles sont faites comme ça, ou comment on pourrait faire mieux. Sachant que, par exemple, pour le 200 mètres qui nous a occupé, le record n'est pas battu depuis 2009, le record d'Usain Bolt. Et donc, évidemment, pour renouveler l'intérêt des spectateurs, la question est toujours comment est-ce que l'être humain peut battre ses records? Est-ce que le matériel peut aider? Alors, dans le cas de la piste d'athlétisme, il reste les chaussures, le revêtement de la piste et la forme de la piste. Donc, on ne va pas vous parler de chaussures. Et on s'est surtout intéressé à des questions de géométrie de piste. Alors pour ça, il faut savoir que depuis 1999, ce qui s'appelle maintenant World Athletics, qui s'appelait avant l'IAF, l'Organisation internationale d'athlétisme, la Fédération internationale d'athlétisme, certifie des pistes et il y a plusieurs types de pistes qui sont certifiées. Donc, la piste la plus courante, c'est celle qui s'appelle la piste standard, est formée d'une ligne droite et d'un demi-cercle, comme vous voyez ici. Donc, la ligne droite est de longueur fixée à 84,39 mètres et le demi-cercle, 36,50 mètres. Alors, on a eu l'explication ce matin en discutant avec eux. Pourquoi la ligne droite est à 84,39, c'est ça qui est un peu étonnant. En fait, c'est la largeur de la piste. 2 fois 36,5, ça fait 73. Donc 73, c'est déterminé par la largeur des stades de football. Et donc le 84,39 sort pour avoir 400 mètres quand on se place à 30 cm du bord. Mais il y a eu d'autres pistes qui ont été construites pour justement contenir les stades de foot ou de rugby, qui s'appellent les pistes en anse de panier, en anglais double bend. Donc anse de panier, puisque c'est formé de plusieurs morceaux de cercle qui ne sont pas les mêmes. Donc dans la DB1, on a le plus petit rayon à 34 mètres et le plus grand à 51. Et dans la DB2, le plus petit rayon à 24 mètres et le plus grand à 48. Alors si vous avez quelques souvenirs de la force centrifuge, vous vous souviendrez que la force centrifuge est évidemment inversement proportionnelle au rayon. Donc plus on a un petit rayon de courbure, plus la force centrifuge est importante et plus dure est la performance.
Donc, la raison de la construction de ces stades, c'était que, en fait, un stade standard tel qu'il est ne peut pas contenir les stades de foot ou de rugby, en tout cas avec les contraintes actuelles de sécurité autour des stades. Donc, c'est pour ça que ces stades en anse de panier ont été construits. Donc, à partir de là, la question, c'est quelle est la performance sur ces différents stades? Est-ce qu'on peut arriver à en dire quelque chose? Et est-ce qu'ils ont été bien conçus? Donc, quelques rappels. Donc, le 100 mètres se court en ligne droite. Le départ est ici. Donc, même si la ligne droite ne fait pas 100 mètres, puisque je viens de vous montrer sur un stade standard, elle fait 84 mètres, ce n'est pas un problème. On peut courir le 100 mètres en ligne droite avec ce petit rectangle qui est dessiné en plus. À partir du 200 mètres, le départ est décalé, comme on le voit sur la photo à droite. D'accord. Pour que l'arrivée soit toujours au même niveau ici, il y a 84 mètres qui se font en ligne droite et il y a 116 mètres qui se font en courbe. Et évidemment, les 116 mètres en courbe, comme il y a 1,22 m par largeur des couloirs, les départs sont décalés en fonction du couloir. Et puis après, bon, là, vous avez les différents départs. Donc, pour l'ensemble des courses, les départs sont décalés, le 400 mètres, le 800 mètres, etc. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'une des raisons pour avoir quand même une grande ligne droite, puisque le 100 mètres n'est pas la justification, c'est qu'il faut pouvoir lancer le javelot dans la partie intérieure ici, la ligne droite qui est là, donc ce qui justifie une ligne droite qui est quand même pas trop petite. Donc dans le modèle, il va falloir trouver un équilibre entre la force centrifuge, donc qui est la plus mauvaise en ligne 1, et quelque chose dont les coureurs parlent beaucoup, qui est l'attraction de celui devant. C'est ce qu'ils appellent le lapin. Si je vois quelqu'un sur la ligne à côté de moi, je vais être tentée de le rattraper, je vais être tentée de courir plus vite. Et donc, j'ai plus de chances de faire une meilleure performance que si je suis sur la ligne complètement extrême, ici 8 ou 9, et que je cours ce qui s'appelle en aveugle, je ne vois personne, et donc en général, je me fais doubler. Donc, dans l'état actuel des choses, la façon dont se font les départs de course et en fonction des qualifications ou du niveau des athlètes, les meilleurs coureurs sont tirés au sort sur les lignes 3, 4, 5, 6, donc qui sont considérées comme les meilleures lignes. Ensuite, les deux suivants sont tirés au sort sur 7 et 8 et les deux derniers sont tirés au sort sur 1 et 2. Donc, on va voir que la ligne 1 est la plus mauvaise. En plus, on y met en général ceux qui ont fait les moins bons temps à l'issue des qualifications. Et donc, c'est pour ça que rarement le vainqueur vient de la ligne 1. Donc, nos objectifs, c'est essayer de comprendre comment construire un stade optimal qui permette de battre les records actuels, qui réduisent les écarts entre les lignes, puisqu'on voit bien, on a bien vu sur le dessin tout à l'heure, c'est pas du tout équivalent de courir un 200 mètres en ligne 1 ou en ligne 8, et avec la contrainte éventuelle de contenir un stade de foot ou de rugby. Donc, on va aborder le problème de deux manières. D'abord, une partie géométrique, pour ceux qui connaissent, ça va être un problème de type Dubins, mais je vais vous raconter ça. Et ensuite, on entrera dans le détail du modèle de coureur, qui est un modèle de contrôle optimal. Donc, pour voir la performance sur cette géométrie de stade. Alors, on y va, on est parti à la recherche du stade optimal. Donc, mathématiquement, quel est le problème? On se donne une courbe fermée dans le plan et on a bien compris en discutant avec la Fédération internationale d'athlétisme que peut-être dans l'avenir, pour les courses en indoor à l'intérieur, cette courbe fermée n'est pas forcément symétrique. En tout cas, pour les stades extérieurs, on se donne une longueur fixée de 400 mètres, donc une courbe fermée. Et le premier problème, le plus simple, ça va être de construire le stade qui limite le plus la force centrifuge, puisque dans notre modèle, on aura une contrainte qui est écrite en rouge ici, qui est que la force de propulsion plus la force centrifuge au carré sont bornées. Donc, ce qui va diminuer le plus la force centrifuge, c'est le fait d'avoir un rayon de courbure qui est le plus grand possible, c'est-à-dire une courbure qui est la plus petite. Donc, notre premier problème mathématique du jour est: peut-on minimiser le maximum de la courbure le long de la piste? Autrement dit, minimiser le maximum de 1 sur R.
sur une courbe fermée de longueur donnée, 400 mètres. Alors à ça, la réponse est en fait donnée par un théorème lié à Dubins qui dit la chose suivante: si on se fixe deux points A et B dans le plan et qu'on se donne les vecteurs tangents, eh bien la courbe de longueur fixée qui relie AEA à BEB et qui minimise le maximum de courbure, donc notre problème, c'est une concaténation d'arcs de cercle et de segments. Par contre, ce que ne dit pas le théorème, c'est dans quel ordre il faut les mettre, combien on en met, quelle est la longueur des segments droits, etc., etc. Mais à partir de là, on va essayer d'aller un peu plus loin et de comprendre ce qui se passe. Donc, si on cherche le stade optimal sans contrainte du tout, et qui est même sans contrainte de courbe fermée, évidemment, j'ai oublié de vous dire une évidence, c'est que le meilleur stade, c'est de courir en ligne droite. Mais évidemment, il y a quand même la contrainte des spectateurs. Donc, on cherche la courbe fermée. Et si on cherche la courbe fermée dans le plan de longueur 400 mètres, eh bien, la piste optimale, c'est un cercle qui est de largeur de rayon 63 mètres, ce qui contient ni les stades de foot, ni les stades de rugby, et puis qui est très mauvais pour les spectateurs, parce que quand on est à un bout, on n'y voit rien sur le bout du milieu, de l'autre côté. Alors, on pourrait imaginer mettre les tribunes à l'intérieur, etc., mais je vous rappelle qu'il y a toutes les contraintes de multisport, le javelot, le saut, etc., etc. Donc ça, c'est clair que ce ne sera pas retenu. Donc après, on y va dans le problème suivant, c'est qu'il faut ajouter une contrainte. Donc, on impose un segment de longueur donnée. Donc, par exemple, si on se fixe une longueur de 84,39 m, mais quelle que soit la longueur de la ligne droite, en fait, si on se fixe un segment de longueur donnée, le stade optimal est de type stade standard, c'est-à-dire qu'il est formé d'une ligne droite et d'un demi-cercle. Voilà, si je me fixe une longueur de ligne droite, le stade optimal, c'est cette ligne droite avec un demi-cercle et je fais quelque chose de symétrique. Et puis, ce dont on s'est rendu compte, je vais revenir là-dessus un peu plus tard, c'est que plus la ligne droite est courte, plus le rayon du cercle forcément est grand, puisqu'on veut 400 mètres au final, et meilleure est la performance. Mais concrètement, à partir d'une ligne droite qui est environ 60 mètres, la performance sur un 200 mètres d'être complètement en ligne droite ou avec un stade qui a une ligne droite de 60 mètres, c'est à peu près équivalent. Donc, on passe au problème d'après, qui était trouver une courbe plane fermée, toujours la même, qui va minimiser le maximum de la courbure et qui contient les stades de foot et de rugby. Donc, je ne vous donne pas les dimensions, moi-même, je ne m'en souviens plus. Mais pour le stade de foot, c'est le rectangle bleu. Pour le stade de rugby, c'est formé de plusieurs rectangles. Donc, il y a un premier rectangle rouge ici, auquel on ajoute deux petits rectangles de chaque côté. Et on se demande ce qui va contenir ça. Donc, la réponse est, si on impose la fameuse ligne droite de 98,52 m, qui est la ligne droite de la DB2, et une largeur plus grande que 72 mètres, en fait, on trouve un stade optimal qui est formé d'une ligne droite, un quart de cercle, une ligne droite et un autre quart de cercle. Mais quand on le trace, on voit qu'on est très très proche de ce qu'ils ont tracé en ce qu'ils appellent DB2 en anse de panier, avec leurs trois arcs de cercle différents. Vous voyez, donc la courbe noire, c'est le DB2, la courbe rouge, c'est le vrai stade optimal venant des maths. Donc, on n'a pas élucidé encore comment ils étaient arrivés finalement à créer les DB, mais que ce soit DB2 ou DB1, quand on se fixe la longueur de ligne droite, il se trouve qu'ils ont créé des cercles avec leurs arcs de cercle qui sont très proches du stade optimal. Donc ça, c'était quand même assez notable. Mais par contre, si on ne se fixe pas de longueur de ligne droite, qu'on laisse le problème libre, en disant on veut minimiser le maximum de courbure, en contenant les stades de foot et de rugby, eh bien, le stade optimal, il est ici en bleu. Donc, il a une ligne droite de 55,52 m et non pas 84 mètres. Il est formé d'un quart de cercle et ensuite d'un petit morceau de ligne droite de longueur de 52. Alors, pour y voir un peu plus clair, si je prends donc en noir ici,
j'ai le stade dit standard. Donc, le stade dit standard, il est en pointillé noir. Vous voyez qu'il n'est pas trop large. Il fait juste la largeur qu'il faut par rapport à la taille des tribunes imposées par le football. Il ne contient pas complètement les stades en question. Et pour aller chercher un stade optimal, on est beaucoup plus large. Et par contre, si on réduit la ligne droite sur un stade type standard, donc on réduit une ligne droite à 61 mètres, c'est notre stade rose ici. Donc le stade rose, il est formé d'une ligne droite et d'un demi-cercle, il n'y a pas de segment vertical sur la ligne droite, et on voit qu'on n'est pas très loin, et on ne sera pas très loin sur la performance. Par contre, évidemment, la longueur ici, la plus grande longueur, est évidemment plus courte que sur le stade standard. Donc, la réponse qu'on nous a faite, c'est attention aux accidents de javelot. Mais évidemment, à ce moment-là, on était préoccupé par le foot et le rugby et on n'avait pas mis la contrainte du javelot. Sachant que pour la petite histoire, la contrainte du javelot, ils ne nous ont toujours pas dit combien de mètres il faut mettre pour avoir du javelot, parce qu'ils disent les records sont en train d'augmenter. Donc, en fait, ça change tout le temps. Voilà. Donc, avec ça, ce n'est pas évident de poser le bon problème mathématique pour inclure en plus le stade de foot et de rugby. Mais ce qu'on leur a dit, c'est que s'ils nous donnent une mesure, on saura faire. C'est une technique qui est suffisamment robuste pour inclure toutes les contraintes qu'on veut. Alors évidemment, une fois qu'on a dessiné un tel stade, la question est qu'est-ce qu'on peut dire de la performance? Parce que pour l'instant, on est allé simplement sur la force centrifuge et il n'y a pas que ça lorsqu'on met le coureur à courir. Donc, je vais vous parler maintenant du modèle de performance de course sur ces différents types de pistes, comment comprendre quelle est la meilleure stratégie avec la meilleure effort en fonction de l'énergie à fournir. Donc, les deux équations de base qu'on va mettre derrière, c'est le principe fondamental de la dynamique, donc la deuxième loi de Newton. Il y a même un sportif un jour qui m'a demandé si vous mettez la loi d'Einstein, est-ce que ça leur permet de courir plus vite? Donc la réponse est non. Donc on en reste en mécanique classique, le principe fondamental de la dynamique. Et l'autre chose, c'est la conservation d'énergie. Donc rien ne se perd, rien ne se crée. Il y a deux types d'énergie chez l'humain. L'énergie qui provient de l'oxygène, dite aussi énergie aérobie, qui est mesurée avec ce qu'on appelle la VO2. Donc la VO2, c'est le volume d'oxygène par unité de temps. Et ce volume d'oxygène a un équivalent énergétique qui est donc un équivalent énergétique par unité de temps d'oxygène que l'on peut transformer en énergie. Donc ça, c'est une donnée relativement bien connue qui dépend de la course, qui dépend de la longueur de la course et qui dépend du coureur. Donc dans l'énergie, il y a l'énergie aérobie qui provient de l'oxygène et l'énergie anaérobie qui sont toutes les autres formes liées aux autres formes d'énergie, je dirais, en fonction de l'énergie disponible, les lactates, etc., dans le corps. Donc, on n'est pas entré dans des modèles plus précis d'énergie anaérobie, c'est possible, mais pour la performance du coureur, pour l'instant, visiblement, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous avez ici un problème qu'on va poser sous la forme d'un problème de contrôle optimal. Donc, le but, c'est minimiser le temps final, sachant qu'on peut aussi discuter, savoir est-ce que vraiment le but, c'est minimiser le temps final, est-ce que c'est battre le record, est-ce que c'est finir premier. Donc, il y a plusieurs façons de poser un problème pour une course de championnat du monde. En tout cas, la façon dont on l'a posé pour l'instant, c'est minimiser le temps final sur un certain nombre d'équations couplées qui impliquent donc, d'une part, la vitesse V de t du coureur, ainsi que ses dérivés, la force de propulsion F, donc, qui est une autre inconnue, à laquelle on n'a pas accès, je dirais, au niveau de la mesure. Il y a le contrôle U de T sur la force de propulsion, donc ce que les gens appellent le contrôle moteur, lié au fait que j'ai un système nerveux. Donc, quand je décide de ralentir ou d'accélérer, je ne peux pas faire ça sous forme d'un Dirac. Souvent, les solutions mathématiques sont avec des solutions sur la force de propulsion qui ont des variations très rapides. Donc, il y a des limitations humaines à la variation de la force de propulsion au niveau du contrôle moteur. Donc, parmi nos autres variables, il y a l'angle θ, l'angle par rapport à la verticale, puisque si on est en ligne droite, on reste droit.
Si on court sur un virage, on va se pencher. Alors, évidemment, chez le coureur, ce n'est pas évident que le coureur est penché. Si vous pensez au vélo, c'est plus clair. Quand vous êtes à vélo et que vous tournez votre vélo et vous vous penchez, en fait, le coureur se penche aussi. Même si c'est faible, ça joue dans le modèle. Et donc, les deux dernières variables, E de T, l'énergie anaérobie, excusez-moi, et sigma, l'équivalent énergétique de la VO2, qui en fait, dans la modélisation, et ça, je dirais, c'est nouveau de notre modèle hein, par rapport à ce qui existait dans la littérature physiologique, c'est de faire dépendre cette énergie de l'énergie anaérobie disponible. Il y a une information qui est en gros, quand il reste plus qu'un tiers de l'énergie anaérobie, la VO2 baisse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de système de vase communicant dans le corps humain qui fait qu'on ne va pas aller utiliser trop d'énergie aérobie quand on n'a plus de stock. Bon, alors avant d'entrer dans les équations, je vais vous parler de maths. Avant d'entrer dans les équations, une fois qu'on a écrit ces modèles, je vous donne quand même le résultat par rapport au stade dont on a parlé. Donc, dans la mesure où c'est sur lui qu'on a eu les données, c'est sur l'alimentation automatique à MPL, Michael Johnson aurait fait mieux sur le stade optimal qu'on propose. Alors, j'ai ici un tableau récapitulatif. Donc, le stade standard, c'est là où il a couru, un stade formé d'une ligne droite de 84 mètres et d'un demi-cercle de rayon de 36,50 mètres. Son record était de 19 secondes 32. S'il avait couru en ligne 1, il aurait fait 5 centièmes de plus. Et sur notre stade optimal, le stade bleu que je vous ai montré tout à l'heure, avec une ligne droite de 55 mètres et un petit morceau vertical, il aurait amélioré sa perf à 19,28 en ligne 5 et 19,30 en ligne 1. Ce dont on peut se rendre compte, c'est que qu'on soit sur le stade optimal ou sur un stade standard avec une ligne droite raccourcie, donc une ligne droite de 60 ou 61 mètres, on est quasiment sur la même performance. En revanche, sur un stade DB2 donc, qui contient le stade de rugby, là, les performances sont catastrophiques puisqu'on a un rayon de courbure qui est à 24 mètres pendant 60 degrés et donc on perd 16 centièmes en ligne 5 et beaucoup plus en ligne 1. Donc on se rend compte de toute façon que les stades actuels sont mauvais pour, je dirais, avoir quelque chose de juste entre les participants, puisque les participants en ligne 1 ou même en ligne 2 dans les lignes intérieures sont très défavorisés, et qu'un autre avantage du stade optimal qu'on propose serait que la différence entre les lignes serait significativement plus petite. Donc, on revient maintenant à la performance du coureur et on va entrer, si vous voulez bien, dans le détail du problème de contrôle optimal, écrire les équations différentielles et voir ce qu'on a comme propriété. Donc, je vais partir de la version 0 du modèle qui remonte à Keller 1974. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence par écrire la loi de Newton. Donc, on a x de t, c'est la position du coureur. Sa dérivée, c'est la vitesse. Bon, ça, tout le monde le sait. Et puis, la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Et on peut écrire la seconde loi de Newton en fonction des forces présentes. Alors, on pourrait mettre beaucoup plus que ce que j'ai mis là. C'est-à-dire qu'on peut mettre une pente, on peut mettre du vent, on peut mettre énormément de choses dans la loi de Newton. Là, dans la version la plus simple, il y a deux phénomènes. Il y a ce qui permet d'avancer et ce qui freine le fait qu'on avance. Donc, ce qui permet d'avancer, c'est F de t. Donc, c'est la force de propulsion qui est une inconnue du problème. Donc, j'ai F qui est une force dans la direction du mouvement qui me fait avancer, qui est une force fournie par le coureur. Et puis, j'ai des frottements. Alors, à la physicienne, la façon la plus simple de faire des frottements, c'est de mettre du frottement linéaire. Et vu les vitesses des coureurs, en fait, mettre un frottement uniquement linéaire, ce n'est pas trop faux. Si on est à l'île de Bréa et qu'il y a un vent à 30 km/h, là, il faut mettre un terme quadratique en vitesse pour tenir compte du vent. Mais enfin, vu les vents habituellement autorisés pendant les compétitions sportives en athlétisme, en étant linéaire en vitesse, on est correct sur le frottement. Donc, on a une donnée initiale de vitesse et on a une contrainte.
on n'a pas Superman qui se met à courir, donc sa force de propulsion est bornée par une valeur Fm maximale, qui est un des paramètres du problème. Donc ça, c'est la première équation, la loi de Newton. La deuxième équation, c'est l'énergie. Donc l'énergie, je l'ai écrite comme la dérivée de E de t. En fait, il faut le comprendre comme j'ai une force qui travaille, c'est la force de propulsion. La puissance développée par la force de propulsion, ben, c'est F de t fois V de t. Et F de t fois V de t, c'est donc ce qui est disponible en puissance disponible. Donc il y a la puissance anaérobie, qui est moins E de t, et la puissance aérobie, qui est sigma de E de t. Voilà. Donc on a la somme des deux énergies aérobie et anaérobie permettent de faire travailler la force de propulsion. Sachant que l'énergie reste toujours positive et que la meilleure façon de courir, c'est de consommer tout ce qu'on a. Donc c'est de finir à énergie nulle par rapport au stock initial. Alors le modèle de Keller en 1974, Joe Keller, celui que vous connaissez, qui était au courant et à Stanford, c'est de dire que sigma, c'est une constante. Donc, si sigma, c'est une constante, on peut montrer qu'on commence à force maximale, mais comme on n'a pas dans le corps humain assez d'énergie pour courir toute la course à force maximale, eh bien, il va y avoir un arc singulier qui, lui, est à vitesse constante. Donc, on sait mathématiquement analyser en détail le modèle de Keller et prouver la façon dont il se comporte. Mais il a, je dirais, deux inconvénients majeurs, qui sont qu'au niveau du modèle de VO2, considérer que sigma est constant, c'est pas bon. Et que si on ne met rien d'autre sur la force de propulsion, ça conduit à des variations de force qui sont trop importantes par rapport aux variations réelles et humaines. Bon, donc, par rapport à Keller, il y a eu un certain nombre d'améliorations au cours des années. Donc, moi, mon premier papier était avec Frédéric Bonance en 2014, avant d'arriver, et puis un autre avec Pierre Martinet en 2019, sur la course à deux coureurs dont je parlerai à un moment, avant d'arriver au modèle actuel dont je vais vous parler. Alors, pardon, un mot d'abord sur la VO2. Donc, la VO2, c'est, je redis pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est le volume d'oxygène disponible par unité de temps qui va être transformé en énergie à l'intérieur du corps. Donc ça, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être faites sur comment ça se comporte. Et on sait qu'elle est croissante sur des courses comme le 200 ou le 400, elle est croissante puis décroissante sur un 1800, sur un 800 mètres, et à partir du 1500, elle atteint un plateau. Bien. Et dans notre modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on choisit de faire dépendre la VO2 de l'énergie anaérobique résiduelle, donc on appelle ça une fonction sigma 2E. Voilà. Alors, la nouveauté, je dirais, qu'on a introduite, elle est ici, dans la variation de la force de propulsion. Ça vient de discussions que j'ai eues pendant un certain temps avant de bien comprendre ce qu'il fallait faire avec Mathias Pessiglione. Peut-être vous le connaissez, c'est un chercheur de l'Institut du cerveau et, comment ça s'appelle, l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle, qui est à la Pitié et qui fait donc partie de Sorbonne Université. Donc Mathias Pessiglione, c'est quelqu'un qui travaille sur des patients qui ont des pathologies et qui veut comprendre justement au niveau du contrôle moteur comment varie la force. Alors, un des papiers de base, c'est il va mesurer, il va proposer aux gens, alors comme il explique toujours très bien, hein, c'est des euros théoriques, donc il propose aux gens de taper avec un marteau. Et puis, plus ils tapent fort, plus ça grimpe, ça mesure la force et ça leur distribue des euros virtuels. Donc, s'ils ne tombent pas très fort, ils ont 1 euro. S'ils tapent le plus fort possible, ils peuvent aller à 10 euros. Mais le budget de la recherche française ne lui permet pas de vraiment rétribuer les patients qu'il met sur ce genre de test. Mais ceci dit, il a quand même fait des mesures. Et en général, il répète l'exercice un certain nombre de fois, n étant de l'ordre de 100 par exemple. Et il va mesurer à la fois la fatigue et l'évolution de la force pour arriver à un modèle donc, de contrôle moteur pardon,
qui va permettre d'écrire sous forme d'équation mathématique comment varie la force développée par un muscle. Donc, c'est l'équation qui est là. Excusez-moi. Donc, l'idée, c'est en fait comment est-ce que je passe de F égale F1 à F égale F2. Comment est-ce que je vais varier, quelle est la forme de variation de F. Donc, dans le modèle de Keller, il n'y avait pas de contrainte. Dans le premier papier qu'on a écrit avec Frédéric Bonance, on avait juste mis une borne sur F point, mais qui est loin d'être ni suffisante, ni vraiment satisfaisante au niveau de la modélisation. Donc, je ne sais pas, enfin, j'insiste vraiment sur cette équation parce que je pense que c'est quelque chose qui peut jouer dans beaucoup de problèmes de modélisation humaine différentes. Donc, on va, en gros, ici, on va passer d'une valeur F1 à une valeur F2, mais en suivant la minimisation du contrôle moteur. Donc, on écrit que F point, c'est cette équation un peu étrange que j'ai toujours, je dois dire, pas vraiment comprise, un coefficient gamma qui est lié donc à la borne sur F point d'une certaine manière, fois U qui va être notre contrôle, multiplié par F max qui est donc un maximum sur la force moins F, et le tout moins F de T. Et donc, ce qu'il va falloir rajouter, c'est qu'on veut minimiser finalement l'intégrale de U carré. Donc, comme notre problème, on voulait minimiser le temps final, on minimise in fine le temps final plus un certain coefficient alpha à déterminer fois l'intégrale de U carré. Donc, U, c'est ce contrôle moteur qu'on a rajouté au problème et qui va avoir une forme qui dépend fortement de la course. Donc là, on a ici un problème, alors pour l'instant en ligne droite. Donc si on reprend, hein, on part de x0 égale 0. On veut parcourir la distance d qui est donnée en un temps tf que l'on ne connaît pas. Et on se fixe un certain nombre de paramètres qui sont la vitesse initiale. Alors en général, elle est nulle dans les courses de championnat, mais un petit détail, comme il y a les starting blocks qui vont se lever, pousser, etc., une façon un peu simple, entre guillemets, de modéliser les starting blocks, c'est de donner une vitesse initiale. Ça fait que notre modèle est à peu près cohérent plutôt que aller en plus modéliser le fait qu'il se lève. Donc, on a ici un paramètre taux qui est le coefficient de frottement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, donc ça va dépendre du coureur. On a le paramètre gamma qui est en gros la borne maximale sur la dérivée de la force de propulsion. Et on a sigma qui dépend de la course, je vais entrer tout à l'heure. Donc, il y a E0, le stock d'énergie anaérobie disponible. Donc, il y a toute une série de paramètres ici mathématiques auquel il va falloir donner un nom, une valeur, si on veut faire des simulations. Donc, toute la question pour arriver à modéliser une course réelle, ça va être de dire, bon, ben, quelle valeur je donne à tous ces paramètres, taux, F max, sigma, gamma, E0, etc., etc., parce que c'est bien beau. Poser un problème de maths en disant, je me donne tous ces paramètres, et puis maintenant, je trouve le problème optimal. Alors, il se trouve que le problème de contrôle optimal a bien une solution, mais il faudrait savoir quelle valeur je donne à tous ces paramètres. Qu'est-ce que je donne à manger à mon code? Bien, alors, donc c'est là que les datas sont importantes. Donc, les datas, c'est quoi? Ça va être en fait des temps de course, alors pas juste le temps de la course, mais tous les 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, avoir le temps de passage des athlètes. Et donc, à partir de là, en fait, on arrive à identifier les paramètres mathématiques du problème et prédire la stratégie. Donc ça, je dirais, c'est le modèle de base en ligne droite. Et à ce modèle de base, avec contrôle moteur, on peut, et dépendance en VO2, on peut aller encore un peu plus loin pour tenir compte des virages, de l'effet de celui qui est devant et de l'effet à deux coureurs. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qu'on veut faire, quand on va voir un coach, en général, il sait faire courir son champion. Donc, il sait que, en gros, de 100 mètres à 400 mètres, la course, elle se fait avec une très forte accélération au départ et en fait, ensuite, un ralentissement. C'est-à-dire que même si dans un 200 mètres, par exemple, les coureurs ont l'impression de donner un énorme effort dans la ligne droite, ils sont en fait en décélération.
À partir du 800 mètres, la course se fait avec une réaccélération en fin de course. Et sur les courses dites longues, donc à partir du 1500, on a une partie centrale de la course qui est à vitesse presque constante. Donc, c'est là où va intervenir l'analyse mathématique de Turnpike. Et un sprint en fin de course. Alors, en fait, si je vous vends un peu la mèche, cette forme de course, elle est liée à la forme de la courbe sigma, c'est-à-dire que quand sigma baisse, la vitesse augmente. Donc, c'est pour ça, dans des courses longues, on a la VO2 qui baisse en fin de course, donc on peut accélérer. Et sur une course courte, on a la VO2 qui est croissante parce qu'on n'a pas le temps, sur une course courte, d'atteindre ce qui s'appelle la VO2 max, le maximum du débit d'oxygène. Et donc, la course optimale, elle se fait en fait en décélération. Bien, donc on va essayer d'aller plus loin dans la modélisation, mais je vais entrer dans le détail de ce que je vous ai dit. Donc, juste pour vous expliquer un peu comment on arrive à montrer mathématiquement comment on court les différentes courses. Donc là, je commence par le 100 mètres. Donc, on voit en abscisse, il faut multiplier par 10 et c'est des nombres de fois 10 mètres. Donc, quand on arrive à 10, c'est 100 mètres. Donc, c'est le 100 mètres de Blake. Que ce soit les datas ou la simulation, on est dans le même cas. On arrive à un maximum de vitesse qui est à peu près à 500 mètres. Ça se voit très bien sur les données de course. Et ensuite, la course se court en décélération. Au niveau du modèle, c'est assez facile, entre guillemets, à voir. La force de propulsion, comme je vous ai dit, elle est maximum en début de course. Donc, ça veut dire que l'équation de vitesse, elle va donner une exponentielle croissante pour commencer. Et comme le coureur ne tient pas sa force maximale toute la course, on a une décélération, donc selon la modélisation, qui va être reliée, en tout cas, la décélération de course ici est reliée à la croissance. Donc pour les courses plus longues, on a un sigma qui n'est pas juste croissant, mais qui va être croissant, constant et décroissant. Alors là, je vous ai mis la formule mathématique. Je ne vous demande pas d'aller... Enfin, c'est une formule en fait assez simple. C'est un sigma linéaire par morceau, avec une partie constante ici en milieu de course. Et ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a une chose à retenir dans ces choses-là, c'est qu'on a une chute de VO2 dans la dernière partie de la course, en gros au moment où l'énergie anaérobie atteint le tiers de sa valeur initiale. Et c'est à ce moment-là, on voit très bien dans le modèle, que la vitesse peut augmenter de nouveau. Donc, je vous montre d'abord la simulation d'un 1500 et puis ensuite, je vous dirai ce qu'on peut en dire mathématiquement. Donc là, on n'est pas sur, si vous êtes spécialiste de 1500, vous allez me dire, mais quoi, 245 secondes, on n'est pas du tout au niveau du record. Non, on n'est pas du tout au niveau du record parce que ces données-là, c'était sur des champions régionaux en PACA, donc des Français, mais qui n'étaient pas au top niveau international. L'avantage, c'est que justement, sur ces champions-là, ils ont accepté de porter un masque qui mesurait leur VO2. Donc, on avait une mesure de VO2 qui était extrêmement précise tout au long de la course. Et donc, c'est un travail de Christine Anon, qui travaille maintenant à la Fédération française d'athlétisme, qui est responsable de la recherche avec des collègues, et qui nous a permis, nous, du coup, d'avoir des données qui sont un peu plus détaillées que les données de championnat. Donc, on a la courbe sigma ici, c'est la VO2 dont je vous parlais. Elle augmente en début de course jusqu'à atteindre sa valeur plateau. Et au moment où l'énergie atteint un tiers de sa valeur, la VO2 chute. Que fait la vitesse? La vitesse, on accélère très fort au début, jusqu'à une valeur pic, mais qui n'est pas la vitesse maintenue pendant toute la course. La vitesse de course, c'est une vitesse de croisière inférieure avant le sprint final qui est ici, sprint final qui peut se passer quand la VO2 baisse. Donc on voit ici U qui est le contrôle moteur, on l'a tracé, et la force de propulsion qui évidemment est corrélée à la vitesse, c'est-à-dire plus je mets de force, donc je mets beaucoup de force au début pour démarrer et j'en mets à la fin pour sprinter. Donc ça c'est la simulation numérique. Et la question c'est qu'est-ce qu'on peut dire mathématiquement? Donc j'arrive au Turnpike. Turnpike, c'est François, c'est une autoroute, mais ce n'était pas terrible de mettre autoroute dans le résumé du séminaire. Donc, j'ai gardé la terminologie qui, d'après ce que j'ai compris, vient de problèmes d'économie. Et pour ce qui est des maths, il y a un célèbre théorème d'Emmanuel avec Enrique Zuazua
Et en gros, la théorie derrière, c'est de dire quand on a un problème de contrôle optimal, qu'on veut prendre le plus court chemin pour aller du début à la fin, on va chercher la solution qui correspond justement à ce plus court chemin, et en fait, on est exponentiellement proche de cette solution. Alors, dans notre contexte, la preuve, pour l'instant, ne marche que dans le cas où sigma est constant. Donc, si on suppose sigma constant, je ne vous ai pas remis les équations, mais vous pouvez me faire confiance. Il y a une solution en vitesse qui est à vitesse constante et qui fait que la V est proportionnelle à la force. Et puis, c'est assez facile d'intégrer l'équation en énergie pour avoir un lien entre E0, sigma, F et V. Donc, on a une solution qui est constante en vitesse et en force, qui est linéaire décroissante en énergie, c'est-à-dire on a dE dt égale constante. C'est ça la différence, je dirais, avec le Turnpike classique du théorème d'Emmanuel et Enrique. Et alors encore plus si on gardait un sigma qui dépend de E. Et donc, la théorie va dire qu'effectivement, on est, comme on voit ici, à part au début et à la fin, alors là, en plus, au début et à la fin, on a un sigma qui n'est pas constant, mais à part au début et à la fin, on est exponentiellement proche de la solution qui est calculée et qui est liée à l'énergie du problème. Donc, on voit bien que la vitesse et la force sont complètement contrôlées par l'énergie qu'on a. Plus j'ai d'énergie, plus je vais pouvoir courir vite, ce qui est assez cohérent. Donc, dans la course réelle avec sigma en 3 morceaux, on ne sait pas encore prouver le théorème. Par contre, ce qu'on peut, c'est utiliser la théorie pour aller faire des calculs et coupler au modèle de contrôle moteur de Bessiglione pour mieux comprendre avec du coup un modèle simplifié le début et la fin de course. Et l'intérêt d'avoir ces modèles simplifiés et d'avoir le Turnpike, c'est que ça donne une possibilité d'envisager un éventuel logiciel d'aide à la course, parce que sinon, résoudre le problème d'optimisation pour un coureur à chaque instant ou alors l'adapter en fonction de ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui ne tiendrait pas du tout sur une montre, un téléphone portable ou n'importe quel appareil portatif actuel, alors que si on arrive à coupler la théorie du Turnpike avec le modèle de contrôle moteur, on arrive à un problème simplifié qui, lui, est envisageable sur un outil qui n'est pas un ordinateur. Alors, rapidement, parce que je vois que le temps passe, on sait mettre aussi la pente, donc on sait monter et descendre. Enfin, nous, non, mais le coureur virtuel, oui. Donc, on voit en bleu, on court plus vite. Donc, on a mis une pente de 200 mètres, la descendante, ici, pendant 300 mètres. Donc, en rouge au milieu, vous avez la course à plat. Et puis, la course ici en montée qui va un peu moins vite et la course en descente qui va un peu plus vite. Quelques mots sur le virage. C'était pas facile de modéliser un coureur penché. On est revenu à de la mécanique du solide. Donc, l'idée derrière la modélisation, c'est de dire que le coureur, c'est une tige. Donc, oui, je ne suis pas entrée dans le détail. Jusqu'à maintenant, le coureur, c'était un point matériel identifié à son centre de gravité. Pour parler de virage, il va falloir prendre en compte le fait que le coureur se penche. Donc, si le coureur se penche, on l'identifie à une tige de longueur 2L qui forme un angle θ ici par rapport à la verticale. Alors, si vous revenez un peu en arrière, c'est de la mécanique pas très compliquée. Vous pouvez, à l'équilibre, relier la tangente θ à V carré sur RG. En y réfléchissant un peu, vous verrez, c'est facile, c'est l'équilibre des forces. En mouvement, c'est un peu plus dur. Donc, il faut prendre en compte ce qui s'appelle J. Donc, pour une barre de longueur 2L, J, le moment d'inertie, c'est 4/3 de L2. Et donc c'est J θ point point qui est égal à la somme des moments des forces appliquées. Donc, il y a la force centrifuge d'une part et le poids d'autre part. Et la difficulté à ce stade, c'est qu'on est dans un problème de contrôle optimal sur la vitesse. Et l'angle, il va s'adapter en fonction de la vitesse. Mais les échelles de temps de variation de vitesse et de l'angle ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on ne peut pas garder cette équation comme ça dans le problème de contrôle optimal. Donc, finalement, une hypothèse qu'on a mise dans le problème qui est, je dirais,
qui peut être discuté, c'est de dire qu'on ne va pas garder à la fois l'équation de V et l'équation de θ. On va dire qu'en fait, le coureur minimise le long de sa course, en plus de son contrôle moteur, en plus de son temps final, la dérivée seconde de R au carré, donc qui est liée à cette partie angulaire. Donc c'est L carré θ point point carré, avec le θ point point qui vient de cette équation, et plus L carré θ point 4. Donc ça donne une formulation un peu compliquée, sachant qu'il y a en plus la borne sur la force de propulsion qui va être que si le coureur il fournit la force de propulsion vers l'avant, mais s'il a une réaction du sol, ça veut dire que lui aussi appuie sur le sol avec la force moins N. Donc là, je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer dans le détail de cette modélisation. Je vous dis juste qu'on a pris en compte le coût énergétique d'une part à rester penché. Évidemment, si vous imaginez que vous courez, je dis n'importe quoi, les bras en l'air, c'est beaucoup plus fatigant que de courir dans une position normale. Ou si je cours le bras à l'horizontale. Donc, il y a un coût énergétique à être penché à une position qui n'est pas forcément celle d'équilibre, puisqu'en fait, dans le virage, le coureur va anticiper la ligne droite et va se relever. Ce n'est pas vraiment une tige de longueur de zèle, il va anticiper et donc il va contrôler cet angle. Donc, on a deux termes dans le coût énergétique qui sont liés donc d'une part au fait qu'il y a un coût à rester penché quand on n'est pas à la position d'équilibre et que autant la force centrifuge ne travaille pas, autant la force qui consiste à se baisser et se lever, elle travaille donc multipliée par la vitesse angulaire. Donc on arrive à ce problème ici, voilà, qui est un peu compliqué, mais qui nous a permis de résoudre le problème du 200 mètres. Donc on retrouve le fait que la dérivée de x, c'est la vitesse. On a notre deuxième loi de Newton. Notre conservation d'énergie avec cette fois-ci, non pas seulement le travail de la force de propulsion, mais également les deux coûts énergétiques dont j'ai parlé, notre contrôle moteur. Et donc, dans notre minimisation, il y a beaucoup de choses. Il y a le temps final, il y a le contrôle moteur, il y a le fait qu'il faut se pencher, mais si on n'est pas exactement à l'angle d'équilibre, ça a un coût qui est ici et qu'on contrôle. Voilà, donc je ne vais pas entrer dans le détail final. Donc, l'idée, c'est qu'on a beaucoup de paramètres. On les identifie sur les données réelles et c'est ça qui nous permet après de simuler le coureur sur la piste qu'on veut et de calculer son temps final. Alors, j'ai mis ici les angles selon les pistes. Donc, on voit bien le stade standard, il est là, c'est un angle en radian. On a 80 mètres ici en ligne droite, on est droit. Et on voit bien qu'on a un angle qui est l'angle d'équilibre, arc tangente V carré sur RG en rouge. Et que, comme on passe d'un rayon de courbure 36,5 à un rayon de courbure 0, le coureur, lui, il ne va pas se redresser de façon comme une fonction de Heaviside, il anticipe. Donc, il anticipe, il va commencer à se redresser avant la fin du virage. Et donc, ça a un coût. Et c'est ça qu'on prend en compte dans le modèle. Et évidemment, plus la longueur de la ligne droite est courte, plus il est penché longtemps, mais il est penché moins haut, puisque là, on est à 0,24, alors qu'on était plutôt à 0,27 sur un stade standard. Donc, le stade standard, c'est la ligne droite de 84 mètres. Le stade standard modifié, c'est une ligne droite raccourcie à 60 mètres. Donc, on voit bien sur un DB2 ici que le coureur est très penché, lié à la force centrifuge qui est grande et un petit rayon de courbure. Et sur notre stade optimal, il est obligé de se redresser un peu dans la partie de 2,52 m de ligne droite, mais il ne se redresse pas complètement. Et malgré le coût à se redresser, c'est quelque chose qui donne une meilleure performance qu'un stade standard. Juste une information, parce que c'est souvent une question que les gens me posent. Donc évidemment, quand on passe de la ligne droite au virage, il y a un saut de courbure. La meilleure façon, c'est les gens qui construisent des trains le savent bien, de relier la ligne droite au virage, c'est par une clotoïde, c'est-à-dire une courbe dont la courbure est linéaire par rapport à la distance. Et en fait, je n'ai pas mis le détail, mais je vous le dis juste, la performance est très mauvaise sur une clotoïde.
pour un coureur. Donc, actuellement, on est en train de réfléchir à des courses plus longues, donc en particulier le 10 000. Donc, sur le 1500, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'effet du virage en milieu de course. Sur le 10 000, si vous voyez ici, les datas, elles sont en vert, les virages sont en gris et les lignes droites sont en blanc. Donc, on voit bien que qu'il y a une accélération sur la ligne droite, il y a des pics du triangle sur les bleus blancs et il y a des creux sur les virages. Et il y a en plus visiblement une stratégie à inclure. Donc c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir dans un papier qu'on vient de commencer. Alors, un mot sur deux coureurs. Donc le modèle consiste à dire, ben voilà, si j'ai quelqu'un devant, je vais m'accrocher. C'est l'idée. Si j'ai quelqu'un devant, je fais comme lui. Donc, c'est comme si j'avais moins de frottement. Je le suis, je fais comme lui. Donc, ça me diminue mon frottement effectif. Alors, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas, c'est pas comme le vélo, c'est pas je me cache derrière pour avoir moins de vent. C'est je m'accroche et ça diminue mon frottement psychologique. Et donc, avec ça, on met une fonction créneau qui va donc diminuer le frottement qui est en 1 sur taux 1. Donc, ça, on a quelqu'un devant qui produit une attraction. Mais attention, si vous avez déjà couru, vous courez si vous êtes devant. Si vous faites doubler, d'une certaine manière, vous ne vous accrochez pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut un temps de réaction quand on est doublé à être accroché. C'est-à-dire, si je cours un certain temps derrière quelqu'un, j'ai une diminution de mon frottement, mais dans la mesure où ce n'est pas un frottement aérodynamique, si j'ai quelqu'un qui me double, je suis scotché, j'ai un temps avant que l'information arrive à mon cerveau et que je me dise, il faut que je le rattrape. Donc ça nous a créé un problème dit de délai. Donc le fait que si j'ai un dépassement, cette force de créneau grand F ne se met pas en route. Donc c'est difficile mathématiquement et numériquement. Et un des choix un peu compliqués était de trouver le bon objectif à mettre, qui est minimiser le minimum des temps, mais en même temps, il fallait mettre un poids pour la somme, parce que sinon, numériquement, celui qui perdait, il s'arrêtait de courir. Donc avec ça, on retrouve un peu le tirage de l'IAF. C'est-à-dire, vous avez ici, sur un 200 mètres, les temps qui sont décroissants si je mets juste la force centrifuge. En ligne 1, c'est évidemment le temps le moins bon. Et je suis décroissant, le temps est décroissant avec la ligne. Donc, le mieux est d'être en ligne 8. Maintenant, si je cours avec quelqu'un, en ligne 8, je suis en aveugle, alors que dans les autres lignes, j'ai quelqu'un que je vois courir devant moi, voire plusieurs personnes, et ça va créer une attraction qui va me permettre d'accélérer, en tout cas d'avoir dans mon modèle d'optimisation un terme qui est favorable à la propulsion. Donc là, comme j'ai plus beaucoup de temps, je vous montre juste le résultat. En bleu, c'est dans le cas où on a mis que l'interaction, les forces d'interaction, et en vert, on met l'interaction et l'inhibition, c'est-à-dire on met le modèle complet avec le retard. Donc c'est la courbe verte la plus intéressante, et on voit que ligne 4, 5, 6, les performances sont à peu près équivalentes. Que ensuite, ligne 3 ou ligne 7, 8, c'est à peu près pareil. Mais par contre, ligne 1 et 2, c'est très mauvais. Donc, il y a un vrai désavantage à être dans les lignes tout intérieures. Et c'est relativement cohérent avec le tirage de l'IAF, puisque je vous rappelle, le tirage, c'est mettre les 4 meilleurs tirés au sort sur les lignes 3, 4, 5, 6. Ensuite, les 2 suivants tirés au sort sur 7 et 8, et les 2 plus mauvais tirés au sort sur 1 et 2. Donc, d'une certaine manière, on met les 2 plus mauvais dans les conditions les plus difficiles, et on ne s'étonne pas qu'ils aient du mal. Alors, quand on a dit ça à World Athletics, ils nous ont dit, oui, mais maintenant, on va construire des stades avec 9 lignes et on va faire courir les gens sur les lignes 2 à 9 plutôt que 1 à 8. Donc, ils sont conscients du problème, en tout cas pour la ligne 1. Et c'est pour ça que
qu'on avait insisté sur le fait que le stade optimal permet de réduire les différences entre les lignes. Alors, juste un mot, et je ne vais pas entrer dans le détail, avec Quentin Mercier, qui a été recruté grâce à un PEPS à Mies, on a appliqué ça aux chevaux. Alors, l'avantage des chevaux, c'est qu'il y a un système de tracking GPS de McLeod sur les courses de France Gallo, donc toutes les courses dans les hippodromes français, avec ici une précision de 25 cm, donc c'est extra, et une fréquence de 10 Hz. Donc, on a pour une course énormément de données, beaucoup plus que les données de l'athlétisme actuel qui sont faits avec des transpondeurs, donc il n'y a pas beaucoup de temps différents. Donc, on a un modèle qui est similaire au coureur, vraiment très semblable, sauf qu'il faut vraiment prendre en compte le dénivelé, parce que les courses de chevaux, ce n'est pas à plat. Donc là, je vous ai donné des exemples à Chantilly. Donc, on prend en compte l'altitude et on prend en compte la forme de la piste, où là, pour le coup, il y a des morceaux de cercle, il y a des morceaux de ligne droite, et puis il y a des clotoïdes, c'est-à-dire qu'ils vont relier le cercle à la ligne droite de façon linéaire. Donc, on met tout ça dans le modèle. La grosse difficulté, c'est ce qui est ici. C'est l'identification des paramètres, mais comme on a beaucoup de data, on s'en sort pas trop mal et on arrive à bien reproduire la course des chevaux en fonction de la topologie de la piste. Vous voyez ici, donc ça c'est Chantilly, il y avait un 2100, un 1900, un 1300. Donc on sait en fonction de la piste reconnaître un peu la stratégie du jockey, du cheval. Et ce qui est intéressant visiblement pour eux, c'est que autant sur les humains, la VO2 était quelque chose de très très bien connu et maîtrisé, autant il n'y a aucune info sur les chevaux parce qu'on ne peut pas porter des masques aux chevaux. En tout cas, parfois sur tapis roulant, mais certainement pas sur des courses. Donc l'intérêt du modèle dans ces cas-là, c'est qu'il donne accès à la forme de la VO2. Donc on a une interaction potentielle assez importante avec les gens des chevaux. Voilà, donc j'arrive à ma conclusion. Donc j'ai essayé de vous parler d'une course optimale, donc un problème de contrôle optimal. On se fixe une distance, comment optimiser son effort, gérer ses ressources et les contraintes pour faire le meilleur temps possible. La réponse, c'est un système d'équations différentielles qui repose essentiellement sur la vitesse, l'énergie, la force de propulsion, le contrôle moteur, et arriver à un problème de contrôle optimal. Et avec ça, on est capable de reproduire de manière fiable les performances des coureurs et des chevaux maintenant aussi. Selon ce modèle, donc, le stade standard, c'est le stade noir ici en pointillé, qui est le stade le plus courant, mais qui a la bonne largeur pour les spectateurs du football. Il n'est pas optimal. On propose un nouveau stade qui permettrait de battre des records. Alors, il faut savoir qu'il y a un journaliste japonais qui a été très intéressé, qui a fait un article, mais la fédération japonaise, avant de construire le stade optimal, voudrait que World Athletics le valide comme stade certifié, mais ça a l'air d'être un peu compliqué parce que d'un autre côté, World Athletics n'a pas envie que tous les stades, de perdre les stades liés au football. Donc, tout ça sont des intérêts très, très compliqués. Donc, on a eu des informations très intéressantes grâce à la théorie du Thorndike. Il y a peut-être une chose que je n'ai pas dite, c'est que pour bien faire les simulations et les identifications, il faut savoir ce qu'on cherche. D'ailleurs, il faut quand même aller chercher au bon endroit l'identification. Et pour aller chercher au bon endroit, avoir l'information de la théorie du Thorndike, savoir où est le bon endroit, est très importante. Et dans les perspectives possibles sur d'autres sports, il y a vraiment une nécessité pour que le modèle soit efficace d'avoir des temps de passage qui sont à la fois précis et relativement fréquents, puisque avec ce qu'on avait au départ, 10 points sur un 100 mètres, ce n'est pas évident d'identifier une dizaine de paramètres. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Amandine, pour cet exposé complet et très proche, effectivement, des applications et qui dépasse de beaucoup les premiers modèles dont on avait parlé il y a quelques temps. Merci. Donc, on va passer à la séance de questions. Maintenant, je vous demande éventuellement de lever la main pour que je vous passe la parole. Et je vais peut-être lancer le débat, mais pendant ce temps-là, pensez à vos questions. Je vais lancer le débat. Une des questions que j'avais, c'est que j'ai l'impression que quand on est penché, c'est parce que aussi la piste est montée et descend. Je n'ai pas l'impression que tu aies pris cette variation d'altitude.
la piste numéro 8, la plus extrême, à partir du moment où tout le monde est penché, que toute la piste est penchée, du coup, on doit monter, on redescend après. Non, la piste, je ne sais pas ce que tu appelles la piste penchée, parce que pour moi, la piste penchée, c'est comme le vélo, c'est-à-dire on surélève la piste pour les lignes extérieures, mais les pistes d'athlétisme en outdoor, en extérieur, ne sont pas penchées. Les pistes d'athlétisme extérieures sont à plat. Ce sont que les pistes indoor à l'intérieur qui ont ce qui s'appelle un banking en anglais, donc qui sont penchées, qui ont un angle. Parce qu'on est sur des rayons de courbure qui sont plus petits que 20 mètres, puisque la piste indoor fait 200 mètres. On est beaucoup plus petite. On n'est pas à 400 mètres, on est à 200 mètres. Donc, du coup, les rayons sont très petits. Et là, elles sont penchées. Mais les pistes d'athlètes extérieurs, qui étaient ceux sur quoi on avait les données actuellement, ne le sont pas. Donc, tout le monde est à plat. Donc, on se penche juste parce qu'on tourne. C'est comme tu montes sur un vélo ou tu es dans un train qui tourne, etc. Tu te penches parce qu'il y a une force centrifuge, mais il n'y a pas d'effet du cours à plat. Oui, d'accord. Je mélangeais les pistes de vélo, les pistes indoor et les pistes outdoor. Oui, j'ai donné un moment l'exemple du vélo, mais c'était peut-être, ça introduisait une confusion parce qu'il n'y a pas en athlée extérieur, donc les pistes dont j'ai parlé, de pente comme ça. D'accord. J'ai vu Johan Penel qui posait une question, qui avait levé la main à un moment. Oui, Yvon, mais justement, c'était sur l'application des stades indoor avec les pistes plus courtes et les virages relevés. Mais ça, voilà. Ça, on a mis tout le monde. Écoutez, c'est le jour, puisqu'on a discuté avec la Fédération internationale d'athlétisme ce matin. Et autant ils nous ont bien expliqué que quand une municipalité voulait construire un stade, il ne fallait pas que c'était quand même le foot qui décidait de tout. Et donc, le foot, il décide de la largeur. Donc, une fois qu'on a fixé la largeur de la piste, en fait, ce n'est pas tellement la longueur de la ligne droite, c'est la largeur de la piste parce qu'on met des tribunes autour et qu'on ne veut pas, les spectateurs de foot, ils ne veulent pas être trop loin de la piste. Donc, une fois qu'on a fixé la largeur, ça fixe un peu tout pour le stade d'athlétisme. En revanche, pour les stades indoor, il y a des certifications de World Athletics, mais qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus floues. La pente, justement, est très libre. Il y a des stades indoor qui sont à plat, d'autres pas. Et en fait, leur question de ce matin était, est-ce que vous pourriez essayer de refaire ce genre de travail sur toutes les pistes indoor possibles et nous dire ce qui serait mieux, sachant qu'on on a aussi la question de où est-ce qu'on pose la ligne de fin. Est-ce qu'il vaut mieux la mettre dans une ligne droite ou pas? Est-ce que la piste, on la fait symétrique ou pas? Donc, il y a toute une série de questions qui nous ont posées. La seule chose, c'est que dans le indoor, le GPS, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de données GPS. Et pour l'instant, les seules données que j'ai sur indoor, c'est des temps par tour. Donc, évidemment, avec un temps par tour, on ne peut pas faire un modèle mathématique précis sur comment on tourne. Donc, s'ils arrivent à nous donner des datas, c'est pour ça que c'était dans ma conclusion, précise sur le indoor, effectivement, il y a un vrai projet et perspective de comprendre comment construire le meilleur stade intérieur possible. Très bien, merci. Anne-Laure? Oui, mais merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai juste une question là, sur le stade standard modifié. J'ai un peu oublié comment il était déterminé celui-là. C'est un D2 DB ou alors c'est celui Non, alors ce qu'on appelle le stade standard modifié, c'est-à-dire il est formé d'une ligne droite et d'un demi-cercle. Les DB, c'est des morceaux de cercle. C'est-à-dire, je vais avoir un rayon pendant un certain nombre de degrés, un autre rayon. En fait, j'ai plusieurs rayons sur les DB. Et ça, c'est pas bon, c'est mauvais. Oui, d'accord. Par contre, le stade standard modifié, c'est dire on fait un stade assez simple finalement, c'est une ligne droite et deux demi-cercles. Mais comme à l'époque, on ne savait pas que la contrainte, c'était de mettre les spectateurs sur la largeur d'un stade de foot, on s'est dit pourquoi faire une longueur de 84,39 m? Si on réduit la longueur de la ligne droite, on augmente le rayon du demi-cercle et ça paraît beaucoup mieux. Et effectivement, au niveau performance, c'est quasiment la même chose que sur le stade optimal qu'on propose. Oui, c'est ça. Mais donc celui-là, il n'est pas non plus utilisé dans la vraie... Non. Et on ne comprenait pas pourquoi jusqu'à ce matin, quand ils nous ont lâché au bout d'une heure de conversation, que en fait, la vraie raison, c'était le foot. Parce qu'ils n'ont pas autant d'argent que le foot. Ah, d'accord. Okay.
Ça et le javelot, donc j'imagine. Ouais. Oui, alors voilà, l'autre chose, c'était la longueur du javelot. Mais ceci dit, on leur a dit, si vous nous fixez la longueur du javelot que vous voulez, en fait, parce que là, il n'y a pas tellement de différence entre ici. Ouais. Il y a 10 mètres de moins. Donc, il suffit qu'ils n'aillent pas mettre le saut en longueur, en hauteur ou en je ne sais pas quoi en même temps que le javelot. Il y a encore de la marge pour du javelot. Ça, c'était les premières objections avant qu'ils soient francs sur le foot. D'accord. Okay. Très bien. Merci beaucoup. D'autres questions? Levez la main si vous souhaitez. Tu nous as parlé à un moment de cotoïde en disant que ce n'était pas terrible, le cotoïde. Ah, parce qu'en fait, justement, on voit que où est-ce qu'il est. C'est pour ça que je vous ai montré les angles, parce que le train, il ne choisit pas son angle. Et puis le train, il y a le confort des passagers. Donc, on n'a pas envie de faire passer un train, je ne vais pas vous faire un dessin, d'un demi-cercle à une ligne droite. Là, il y a un gros souci. Donc à ce moment-là, sinon il faut envisager de pencher le virage, etc., etc. Mais on n'a quand même pas envie essentiellement que le train déraille. Donc le train, on va lui faire une courbure continue et tout le monde vit mieux. Le coureur, on voit bien, en fait, il organise sa vie, il ne va pas avoir un angle discontinu. Il ne passe pas de l'angle V carré sur RG à l'angle 0. Il anticipe, alors je suis peut-être allée un peu vite sur notre modèle, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'avant la fin du virage, il va exercer une force pour se relever et anticiper la fin du virage. C'est un peu comme les motos. Celui qui est en virage sur une moto, il va commencer à anticiper la fin du virage en se redressant un peu avant la fin du virage pour être prêt pour la ligne droite. Donc, le bonhomme, il fait ça et il arrive au début de la ligne droite, il est déjà droit sans avoir eu à sauter en angle. Et c'est pour ça que, pardon, je ne sais plus exactement, je suis partie dans mes explications, mais j'ai oublié le début de la question. C'était le cotoïde. Pourquoi le cotoïde? Ah oui, voilà. Et donc, la clotoïde, ça va lui permettre de faire ça de façon continue alors qu'il sait le faire, mais ça va l'obliger à le faire sur une distance qui est plus grande. Alors que lui, il sait le faire sur une distance courte et c'est plus efficace. D'accord, ok, très bien. Okay. Je comprends. J'avais eu une autre question qui était sur, donc maintenant d'un point de vue bonhomme, d'un point de vue coureur, est-ce que vous arrivez à identifier les caractéristiques physiques, éventuellement les caractéristiques utilisation de l'énergie aérobie, anaérobie, qui va permettre de savoir quelles sont les bonnes qualités pour tel ou tel type de course et éventuellement donner un programme de ventilation et d'exercice qui va leur permettre de développer une partie qui leur permettra d'être plus efficaces. Alors ça c'est vraiment une question de pro, Yvon. On voit que tu es en contact avec des industriels qui sont prêts à faire le business plan, etc., etc. Donc, l'athlète, ils n'en sont pas là. Les gens qui nous ont posé ces questions-là, c'est dans le monde des chevaux, puisque là, il y a une start-up. Donc, elle a vu les simulations et ils ont posé exactement la question que tu poses, surtout que les chevaux, on peut quand même les reproduire de manière pas complètement naturelle. Donc un peu prévoir comment est-ce qu'on va créer un cheval qui va être bon sur de l'endurance, un autre qui va être bon sur du sprint, etc., etc. Donc, cette question-là, elle a été posée très clairement et France Gallo, ils sont très intéressés par savoir, voilà, j'ai un cheval, parce qu'aujourd'hui, comment ils font pour engager les chevaux? C'est pas compliqué. Les meilleurs, ils les mettent sur les distances les plus prestigieuses, qui sont le mile, donc essentiellement autour de 1600 mètres. Et plus le cheval est mauvais, plus il va être mis sur une distance longue. Donc, plus il fait de mauvais résultats, plus on va le mettre sur des distances longues. Donc, évidemment, ce n'est pas optimal comme façon de choisir. Et ils sont très intéressés par le modèle mathématique pour qu'on leur dise, ben voilà, tel cheval, finalement, il court comme ça, donc il a telle propriété dans sa performance, donc sa meilleure course possible,
le meilleur type de course qu'il faut qu'il fasse, ça va être un 2100, ça va être du 4000, du 8000, etc. Donc voilà, donc ça c'était la question, mais la réponse aujourd'hui c'est on ne sait pas encore, il faut qu'on réfléchisse. Mais voilà, je pense que c'est une question très intéressante. Je pense qu'on n'en est pas loin, mais il faut vraiment être bien comprendre la modélisation et bien comprendre quels sont les paramètres qui jouent où et comment. Et quant à l'humain, l'humain, ils ont des coachs humains, donc ils ne veulent surtout pas que les simulations prennent le pas sur le conseil de l'humain. Donc, ils ne vont surtout pas poser ce genre de questions. Sans nul doute. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y a pas réfléchi, mais ce n'est pas une question facile. Donc, ce n'est pas une question sur laquelle aujourd'hui, j'ai quelques éléments de réponse. C'est pour ça aussi qu'on s'intéresse aux 10 000. Mais je ne suis pas encore assez sûre de moi pour après aller faire un slide où je vais avoir la réponse. D'accord. Très bien. Oui, et puis, la question est excellente. Merci. Les coachs, ils ont ça built-in aussi d'un certain point de vue. Ils ont cette expertise. Les bons coachs, ils voient, ils comprennent des choses, évidemment, qu'on n'a pas encore réussi à modéliser. Mais du coup, s'il y avait un intérêt, et je pense qu'effectivement, au niveau des chevaux, il y a certainement beaucoup plus d'intérêt, puisque là, il y a beaucoup plus d'argent que sur l'athlétisme. Très bien. OK. D'autres questions ? Pas d'autres questions. Eh bien, on va te remercier à nouveau, Amandine. Merci à vous. Très bel exposé. Et puis, comme c'était sur le sport, sur le cheval, ça nous donne une idée des vacances. C'était le dernier exposé de cette série virtuelle qui va peut-être recommencer. Enfin, on espère qu'elle ne va pas recommencer parce qu'on espère qu'on va être tous sortis de cette épidémie. Mais les dernières données semble dire qu'on va sans doute y rester un petit temps quand même. Donc, on va vous proposer un programme à partir de la mi-septembre qui reprendra tout ou partie de cette partie de ces exposés virtuels. Merci à tous, à bientôt.